Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre présence à cette première conférence de notre cycle de conférences. Donc, dans celle-ci, nous allons vous présenter la maladie d'Alzheimer. Donc, tout d'abord, nous allons introduire notre sujet en vous parlant rapidement de l'historique de la maladie ainsi que l'épidémiologie de celle-ci. Par la suite, nous verrons les diagnostics, les améliorations des conditions de vie des patients ainsi que les traitements. Et pour chaque partie, nous verrons au plan actuel et au plan des avancées. Et par la fin, nous conclurons notre présentation. Donc, la maladie d'Alzheimer a été découverte par le docteur Alois Alzheimer en 1907, qui a étudié le cas d'une patiente admise à l'hôpital pour cause de démence. De plus, elle présentait des troubles de la mémoire, un mutisme et des hallucinations. À la mort de sa patiente, le docteur pratique l'autopsie de son cerveau et décrit les deux liaisons caractéristiques de cette maladie, les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Peu de recherches sont réalisées jusqu'en 1984, où George Glender découvre que les plaques amyloïdes sont majoritairement constituées de protéines bêta-amyloïdes. These develop in the brain at the molecular level. Amyloid is not fully understood. We just know that it's derived from the cleavage of a longer protein called amyloid beta precursor protein. And in patients with Alzheimer's disease, we find that there's an accumulation of amyloid beta protein extracellularly, and it accumulates in a plaque or it builds up in blood vessels. En 1985, Jean-Pierre Prion découvre que les protéines Tau anormalement phosphorylées sont accumulées dans les dégénérescences fibrillaires. The tau protein, we know the function. Tau is needed in neurons to stabilize the microtubules of neuronal cells and stabilizes the cytoskeleton actually of the neuron. So in patients with Alzheimer's disease, tau again becomes accumulates abnormally and is hyperphosphorylated. So actually it kind of dissociates from the microtubules and accumulates, this time within the neurons and also within their dendrites, and it forms intracellular tangles. À partir de 1991, des gènes sont mis en évidence et décrits comme responsables de la maladie. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles, conduisant à des répercussions dans les activités quotidiennes de la vie. Passons maintenant aux différents facteurs de risque qui existent. Donc, de nos jours, les raisons pour lesquelles certaines personnes développent la maladie d'Alzheimer et d'autres non ne sont pas encore totalement comprises. Cependant, de nombreux facteurs de risque augmentent le fameux risque de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, tout d'abord, le facteur le plus important est l'âge. En effet, la maladie d'Alzheimer semble être beaucoup plus fréquente chez les populations âgées, c'est-à-dire de 65 à 80 ans. Cependant, de nos jours, la maladie d'Alzheimer dite précoce est de plus en plus fréquente dans notre population avec une fréquence d'environ 0,5%. À partir de 65 ans, la fréquence de la maladie est de 2 à 4% et double tous les 5 ans, jusqu'à atteindre, à partir de l'âge de 80 ans, 15%. Le sexe est aussi un autre facteur de risque. En effet, la maladie d'Alzheimer est beaucoup plus fréquente chez les femmes, une femme sur 4 contre un homme sur 5 en moyenne. Cela pourrait donc être lié aux différences d'espérance de vie liées aux écarts. Les différences d'incidence liées aux écarts de vie, excusez-moi. La génétique est encore un autre facteur de risque. En effet, sur 900 000 cas atteints de la maladie d'Alzheimer en France, et sur les cas arrivant avant l'âge de 65 ans, 10% étaient liés à des cas héréditaires, étaient liés à des formes héréditaires, et dont un quart des cas étaient liés à la présence d'un gène ApoE4. D'autres facteurs, comme par exemple des lésions cérébrales traumatiques à répétition, ou bien encore le diabète, le tabagisme, ou bien l'obésité, sont encore d'autres facteurs de risque. Cependant, celui qui nous a été beaucoup développé lors de nos différentes interviews est ce qu'on appelle la réserve cognitive. Donc, la réserve cognitive correspond à l'ensemble des connaissances et des acquis cognitifs amassés par une personne, par un individu, grâce à différentes activités telles que la scolarité, les interactions sociales, etc. Nous avons donc alors posé la question à M. Thomasset de quel était le lien entre la maladie d'Alzheimer et les réserves cognitives, et celui-ci nous répond alors. Vous avez la décroissance des facultés cognitives d'un individu qui part de très haut et qui est un intellectuel
avoir la course d'une personne qui n'a pas fait d'études supérieures, qui est une personne tout honorable, qui a un métier ordinaire, et qui va faire la même décroissance à la même vitesse. Et vous voyez que la réserve cognitive, c'est pas du tout pareil, parce qu'elle va atteindre les pointillés bien plus tôt. De plus, Madame Bouzig nous a alors parlé du fait que, par exemple, si on diminuait des facteurs de risque tels que le tabagisme ou l'obésité, on pouvait réduire l'incidence de la maladie d'Alzheimer. In terms of prevention, as you say, what are risk factors for developing Alzheimer's disease? And that was a really interesting paper that was published in 2020 in the Lancet, which is by Livingston and colleagues, and they actually found 12 modifiable risk factors for developing dementia. So this is more general, not just Alzheimer's disease. And they did this very interesting thing where they calculated the percentage reduction in prevalence of dementia if each risk factor was totally eliminated. And they found things like a 7% reduction of prevalence if everyone was, for example, highly educated early in life. Parlons maintenant de la prévalence de la maladie d'Alzheimer. Donc je vais parler de la prévalence mondiale. Donc en 2015, la prévalence mondiale de la maladie d'Alzheimer était de 35 millions de personnes touchées. Cette prévalence a augmenté pour alors arriver à 35,6 millions de personnes en 2016. En 2020, 37,5 millions de personnes étaient touchées mondialement. Et de nos jours, on estime qu'il y a entre 33 et 38,5 millions de personnes touchées mondialement. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, en 2030, 47 à 62 millions de personnes seraient touchées et en 2050, 83 à 111 millions de personnes seraient touchées. Monsieur Thomaset nous a alors parlé de la prévalence au niveau de la France. Prévalence, en France, on est à peu près autour du million, 1 million, 1,2 million. De nos jours, la maladie d'Alzheimer est le plus souvent diagnostiquée lorsque surviennent les premiers symptômes comme la perte de mémoire. Le diagnostic peut se faire selon plusieurs points et c'est ce pourquoi aujourd'hui je vais vous parler des 3 méthodes les plus utilisées actuellement pour le diagnostic. On commencera par voir les examens neuropsychologiques et ensuite des examens plus poussés comme l'imagerie cérébrale afin de visualiser les différentes zones du cerveau touchées par la maladie. Et enfin, on terminera par détailler l'examen de biologie médicale qui sert à la recherche des différents biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Donc si on commence tout d'abord par détailler les examens neuropsychologiques, ils vont être menés par des neuropsychologues qui sont amenés à poser des questions sur la santé globale du patient, ses habitudes alimentaires, son passé médical, sa capacité à accomplir des tâches quotidiennes simples, ainsi que son comportement ou sa personnalité. Ces questions, elles vont être posées en parallèle à un membre de sa famille ou à une personne proche de lui, afin de comparer les réponses données par les deux individus. Cette spécificité du test, elle va chercher à démontrer si le patient est conscient de ses déficits ou non, et c'est ce qu'on appelle l'anosognosie, et cela constitue un des critères de diagnostic. Ensuite, si on se concentre sur la réalisation des examens d'imagerie cérébrale, on peut citer différents moyens d'imagerie comme la tomodensitométrie, dite TDM, l'imagerie par résonance magnétique, IRM, et la tomographie par émission de positons, TEP. Donc, dans le cadre d'un diagnostic par tomographie par émission de positons, ce qu'on va chercher à voir, c'est les dysfonctionnements du métabolisme des différentes régions cérébrales ou encore la présence ou l'absence des peptides amyloïdes dans le cerveau du patient. Donc là, c'est ce qu'on peut voir sur l'image de gauche, où on voit un résultat de TEP d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer et où on peut constater un hypométabolisme du glucose cérébral, indiqué ici par des zones vertes et jaunes contre des zones rouges chez le patient sain. Ensuite, pour un diagnostic par imagerie par résonance magnétique, donc IRM, dans le cadre d'un diagnostic par IRM, ce qu'on va chercher à voir, c'est une atrophie cérébrale. Effectivement, la neurodégénérescence en forte augmentation depuis que la maladie s'est déclarée est la principale cause d'une atrophie cérébrale, et c'est là, selon le type d'atrophie visible,
qu'il sera possible de distinguer la maladie d'Alzheimer des autres formes de démence. On peut prendre comme exemple une atrophie du cortex mésio-temporal qui permettra de distinguer la maladie d'Alzheimer de la démence à corps de Lévy. Donc là, c'est ce qu'on peut voir sur l'image de droite, où on a une atrophie des zones du lobe temporal et donc de l'hippocampe chez le patient atteint de la maladie d'Alzheimer, où on rappellera que l'hippocampe, c'est le siège de la mémoire, de l'apprentissage et de la cognition. Donc, en ce qui concerne ensuite l'examen de biologie médicale, la ponction lombaire, elle va permettre de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, mais aussi d'écarter les autres causes de maladies susceptibles, les autres maladies susceptibles de causer des symptômes similaires. Ça va donc constituer encore une fois un diagnostic différentiel. Donc, cette ponction lombaire, elle va permettre de rechercher la présence de dépôts anormaux de protéines amyloïdes et tau, qui sont des protéines présentes en excès chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc ces protéines, elles témoignent aussi de la mort neuronale et de la dégénérescence fibrillaire. Donc ces protéines, une fois qu'elles sont synthétisées, elles vont directement être libérées dans l'espace extracellulaire du parenchyme cérébral et elles vont poursuivre leur route dans le liquide cérébrospinal, où on notera des concentrations augmentées en protéines totales et phosphorylées et des concentrations diminuées en peptides amyloïdes bêta-1,42 et bêta-1,40, qui seront, eux, piégés au niveau des neurones par la formation des plaques amyloïdes. Donc, partant d'un prélèvement de LCS effectué au niveau des vertèbres, il sera alors possible de doser ces biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer grâce à des tests et des méthodes immunoenzymatiques de type ELISA. Donc, commençons tout d'abord par détailler la technique ELISA manuelle proposée par Innotest. Cette technique, c'est une ELISA dite sandwich car les protéines à doser sont prises en sandwich entre des anticorps de capture sensibilisés à la protéine à doser et des anticorps de détection couplés à la biotine. Il sera alors possible de mesurer la densité optique à 450 nanomètres grâce à un spectrophotomètre, où l'intensité de la coloration sera proportionnelle à la quantité de protéines à doser. Il sera alors possible de déterminer la concentration en protéines d'intérêt dans les échantillons patients. On peut donc appliquer cette technique pour le dosage des peptides amyloïdes bêta-1,42. Donc premièrement, les peptides amyloïdes bêta-1,42, ils vont être fixés par un anticorps monoclonal spécifique appelé 21F12 qui fait office d'anticorps de capture, qui est fixé à la face solide de la cupule et qui vient reconnaître spécifiquement 6 acides aminés en phase C terminale du peptide amyloïde bêta-1,42. De l'autre côté, le peptide amyloïde est fixé par l'anticorps de détection biotinylé appelé 3D6, qui vient reconnaître spécifiquement, cette fois-ci, 6 acides aminés à l'extrémité N-terminale du peptide amyloïde bêta-1,42. Pour le dosage des peptides bêta-1,40, la méthode est la même, si ce n'est que l'anticorps de capture sera cette fois-ci le 2G3. En ce qui concerne la méthode de dosage de la protéine tau phosphorylée, celle-ci est tout d'abord fixée par l'anticorps de capture HT7, lui-même fixé encore une fois à la face solide de la cupule, ainsi que par cette fois-ci l'anticorps de détection biotinylé AT270, qui vient reconnaître spécifiquement la protéine tau phosphorylée en position tréonine 181. Pour le dosage de la protéine tau totale, celle-ci va être tout d'abord fixée par l'anticorps de capture AT120, encore une fois fixé à la face solide de la cupule, ainsi que par cette fois-ci 2 anticorps de détection biotinylés appelés BT2 et HT7 qui possèdent des épitopes dans la région riche en proline tau, où on précisera qu'une proline est un acide aminé non essentiel produit en grande quantité dans les protéines. On pourra ajouter que cette méthode, que la méthode manuelle ELISA, elle possède aussi une méthode automatisée qui est la méthode Lumipulse proposée par Fujirebio. C'est une méthode dite CLIA, Chimie Luminescent Enzyme Immunoassay, et se réalise en 2 étapes, mais elle garde la spécificité du test sandwich puisqu'on a toujours une notion d'anticorps de capture et d'anticorps de détection. Et on pourra conclure cette partie de détection des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer en ajoutant que la méthode, que les techniques qui viennent d'être présentées sont des méthodes qui se basent sur le principe de test immunoenzymatique de type ELISA sandwich et qui possèdent une meilleure spécificité de réaction ainsi et qu'elles sont moins sensibles au bruit de fond
lorsqu'on les compare aux autres méthodes ELISA. Ce sont ces paramètres qui font de cette méthode la méthode la plus utilisée actuellement en France et en Europe pour la détection des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Donc si on se concentre maintenant sur le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, et donc les nouvelles avancées dans les techniques de diagnostic précoce qui sont à l'étude depuis peu, visant un diagnostic sur une plus grande échelle et moins contraignant pour les patients. Donc il est aujourd'hui important de développer des techniques de diagnostic non invasives pour un diagnostic précoce de la maladie, afin de le faire sur une plus grande échelle et donc avec une meilleure accessibilité, et donc de détecter les signes de la maladie plus tôt. Donc, on peut citer comme exemple les capteurs, aujourd'hui très largement utilisés par une partie de la population dans les montres ou les bracelets connectés, relevant de nombreux paramètres liés à la santé, en poussant un peu plus cette technologie, on se rend compte que des capteurs collectant des données comme les mouvements des yeux, les réflexes pupillaires ou encore simplement la parole peuvent être employés comme des marqueurs de la maladie d'Alzheimer en indiquant même un stade précis. Des capteurs collectant des données comme les mouvements des yeux ou les réflexes pupillaires peuvent être des caméras ou des capteurs de lumière, et ils sont importants car les mouvements oculaires constituent un des premiers signes du développement de la maladie d'Alzheimer. C'est donc un critère de diagnostic important. Donc si on regarde par exemple l'image du milieu qui vient montrer une technologie d'imagerie de la rétine, donc un scan rétinien, cette technologie, elle vise à observer s'il y a une accumulation de peptides amyloïdes qui vient se faire autour de la rétine chez les patients qui commencent à développer la maladie d'Alzheimer sans avoir les premiers symptômes. Et si on regarde sur le schéma de droite, on peut voir le schéma d'un capteur qui analyse la parole d'un participant et qui vient, grâce à une IA qui traitera les données audio de ce patient, diagnostiquer la maladie d'Alzheimer ou tout du moins détecter si le patient est atteint de démence ou non. Passons maintenant aux méthodes actuelles qui permettent d'améliorer les conditions de vie de nos patients. Donc dans cette partie, on va retrouver les thérapies non médicamenteuses et les thérapies médicamenteuses. Donc, en complément des traitements médicamenteux, une variété d'approches non médicamenteuses a été mise en place au fil du temps et au fil des années. Donc que ces thérapies soient utilisées en groupe ou individuel, à l'extérieur ou à domicile. Celles-ci peuvent avoir recours à l'aromathérapie, aux activités physiques adaptées, à la zoothérapie, aux activités artistiques ou encore à la réminiscence. Bien que les dires du personnel soignant indiquent que ces méthodes sont efficaces afin d'augmenter la connexion des patients et de diminuer les symptômes, il est important de noter qu'aucune preuve scientifique n'est pour le moment disponible à l'appui. Cependant, l'adaptation de ces thérapies en fonction des besoins et des préférences des patients s'est avérée utile afin de réduire la charge des aidants et afin de ralentir l'entrée en institution. Maintenant, concernant les thérapies médicamenteuses, différents médicaments sont disponibles donc afin d'améliorer les conditions de vie de ces patients. On retrouve le donépésil, la rivastigmine, la galantamine ou de son second nom le réminil et la mémantine. Il est important de noter que ces médicaments ne guérissent pas la maladie d'Alzheimer, mais qu'ils visent à augmenter la connexion des patients et réduire les symptômes qui sont associés à la maladie. En ce qui concerne le donépésil, la rivastigmine et la galantamine, ce sont des inhibiteurs d'acétylcholinestérase. En revanche, la mémantine, elle, est le seul médicament qui est considéré comme un antagoniste du récepteur N-méthyl-D-aspartate, donc du récepteur NMDA. Donc, désormais, parlons plus en détail de la mémantine. Donc, la mémantine ou 1-amino-3,5-diméthyladamantane est un médicament faisant partie de la famille des aminoadamantanes. Les aminoadamantanes sont des composés médicamenteux atypiques de fait de leur structure tricyclique tridimensionnelle. Le premier aminoadamantane à être développé en 1966 fut l'amantadine. La mémantine est structurellement similaire à l'amantadine, à l'exception de deux groupes méthyl situés en position 3 et 5 et remplaçant donc les atomes de carbone de l'amantadine. Le glutamate, en tant que principal neuroexcitateur du système nerveux central, exerce une influence cruciale dans la transmission interneuronale, donc au niveau aussi bien du système nerveux central que de la moelle épinière. Son action est médiée par des récepteurs des familles AMPA, kainate ou bien NMDA.
Les récepteurs NMDA possèdent un port central, comme vous pouvez voir ici, qui permettent alors la conduction de cations, d'abord d'ions sodiques puis d'ions calciques, à l'intérieur de la membrane neurale. La mémantine, en tant qu'antagoniste non compétitif de ces récepteurs NMDA, va se fixer à un site de reconnaissance différent du site de fixation de l'agoniste, donc du glutamate, ou va directement se fixer dans le port central dans le but de bloquer alors le flux entrant de cations. Donc il faut savoir que la mémantine exerce donc une certaine neuroprotection, bloquant la neuroexcitation induite par le glutamate, ce qui offre alors un certain rôle de défense contre, comme je l'ai dit précédemment, la neuroexcitation induite par les agonistes. Cette action neuroprotectrice permet de protéger contre l'excitotoxicité et différentes études ont été montrées, prouvant alors le ralentissement de la progression de la maladie d'Alzheimer. La destruction expérimentale de neurones de rongeurs via l'injection de NMDA, comme vous pouvez le voir ici, a été liée à une perte de mémoire. La mémantine, alors injectée à des fins thérapeutiques, a alors montré une atténuation de la perte neuronale, qui montre alors une protection contre l'excitotoxicité. Dans une autre étude, l'acide quinolénique a été utilisé pour représenter une excitotoxicité modérée, et dans cette dernière, il a été montré que la mémantine injectée prévenait de certains déficits d'apprentissage. De plus, dans une autre étude, la mémantine a montré un certain rôle de protection envers la toxicité des plaques bêta-amyloïdes. En effet, la mémantine injectée réduisait la perte neuronale locale induite par l'injection de peptides bêta-amyloïdes fibrillaires. Parlons maintenant du donépézil, donc un second médicament qui, comme je vous l'ai présenté précédemment, permet d'améliorer les conditions de vie des patients. Donc le donépézil, de son vrai nom pharmacologique, chlorhydrate de donépézil, est un dérivé de la piperidine et a une action parasympathomimétique indirecte par le biais de son inhibition de l'acétylcholinestérase. C'est un inhibiteur rapide, réversible et à action directe. Lorsque donc, le donépézil va agir au niveau de la fente synaptique, ce dernier va inhiber l'acétylcholinestérase. Vous voyez au niveau de la parenthèse orange. Donc, lorsqu'on va inhiber l'acétylcholinestérase, normalement, celle-ci, elle va hydrolyser l'acétylcholine qui va être libérée par la présynapse dans la fente synaptique. Si on hydrolyse donc l'acétylcholine, on diminue sa disponibilité dans la fente synaptique. Le fait donc d'inhiber l'acétylcholinestérase permet d'augmenter la disponibilité de cette dernière dans la fente synaptique. La neuroinflammation est un facteur que l'on retrouve chez tous les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et on a remarqué que lorsqu'on utilisait du donépézil, on avait une régulation à la baisse des réponses neuro-inflammatoires, mais aussi une diminution de l'activité microgliale qui est aussi associée à la maladie d'Alzheimer. Comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, donc là c'est un test qui a été réalisé sur des souris avec le TEP, comme l'a présenté Léane précédemment. On a à gauche une souris contrôle, donc qui n'est pas atteinte de la maladie, au centre une souris qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc AD, et à droite une souris qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui est traitée au donépézil. Et on peut voir qu'on retrouve des concentrations similaires de glucose comparées à la souris qui n'est pas malade. Au point de vue pharmacocinétique, comme tout médicament, le donépézil, il passe par 4 étapes. Par une phase d'absorption, où il présente une biodisponibilité orale relative à 100%. Ensuite, par une phase de distribution, où ici 96% du donépézil va être lié à des protéines plasmatiques telles que l'albumine et les glycoprotéines. Au niveau de son métabolisme, le donépézil va être principalement métabolisé par le foie et il sera, lui, ainsi que ses métabolites, excrétés par les reins. Au niveau chimique, donc comme je vous l'ai dit, la présynapse, elle va libérer de l'acétylcholine. Si l'acétylcholinestérase n'agit pas, l'acétylcholine va alors agir sur les récepteurs muscariniques et nicotiniques. Dans les récepteurs muscariniques, on retrouve les récepteurs M1 à M5. Il est important de noter que ces récepteurs contrôlent les fonctions cognitives.
De plus, le récepteur muscarinique M1 joue un rôle crucial dans les processus de mémorisation et d'apprentissage. De ce fait, si on inhibe l'acétylcholinestérase, on augmente encore une fois la disponibilité de l'acétylcholine dans la fente synaptique. D'un point de vue d'un bilan, si on doit en réaliser un sur le donépésile, les points entre guillemets négatifs que l'on peut retenir de ce dernier sont qu'il a une efficacité variable entre les individus et que les résultats sont souvent modestes en ce qui concerne l'amélioration des symptômes. Malgré tout, le donépésile représente un outil essentiel dans l'arsenal thérapeutique qui permet d'améliorer les conditions de vie des patients, puisqu'il contribue à améliorer la qualité de vie de ces derniers. Dans certains cas, même si ces derniers sont rares, le donépésile peut même parfois ralentir la progression de la maladie. Le donépésile ne représente donc pas une solution définitive, mais plutôt un moyen de gestion symptomatique. Nos recherches sur les avancées des traitements dans l'amélioration des conditions de vie des patients ont pu nous mettre sur la voie de nouvelles thérapies innovantes ou de la synthèse de nouvelles molécules permettant de traiter avec une meilleure efficacité la maladie d'Alzheimer. C'est lors de cette phase de recherche que nous nous sommes intéressés à une nouvelle molécule, terminant la phase 3 de son essai clinique en 2023. Le donanemab est un anticorps spécifique et il est dit dans une étude parue en 2021 que la phase 2 de l'essai clinique concernant un traitement via le donanemab cherchait à démontrer la sécurité et l'efficacité du traitement chez des participants montrant les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Ces participants présentaient aussi des taux élevés de protéines tau et des taux faibles de peptides amyloïdes. Donc cette étude elle a permis de démontrer qu'un traitement via le donanemab permettait de diminuer la quantité de plaques amyloïdes chez les patients et donc induisant une réduction significative du ralentissement, une réduction significative de la progression de la maladie. Donc c'est ce qu'on peut voir sur le graphique qui est juste ici. On a la courbe rouge qui témoigne d'un traitement des patients avec du donanemab et on voit donc effectivement que le traitement permet le ralentissement de la progression de la maladie d'Alzheimer. On a alors posé la question à Madame Bouzig qui nous a parlé plus largement des traitements anti-amyloïdes et de la cascade amyloïde et donc de l'intérêt de ces traitements pour traiter la maladie d'Alzheimer. So one of the prevailing hypotheses in Alzheimer's disease pathology is the amyloid cascade hypothesis. And this posits that actually amyloid, like I said, might be the first element of the pathway, the first step, and therefore a lot of therapeutic targets are kind of aiming to address the amyloid side of pathology, because if that is what triggers the next steps, if we stop it right from the beginning, then we might not have the whole cascade of following processes. En effet, le donanemab induit la reconnaissance et l'élimination des peptides amyloïdes par les cellules immunitaires déjà présentes dans l'organisme des patients. Ce donanemab, c'est un anticorps monoclonal humanisé ou aussi dit immunoglobuline de type G1. Cet anticorps spécifique, il va être dirigé contre un épitope à l'extrémité N-terminale des peptides amyloïdes bêta présents exclusivement dans les plaques amyloïdes. Donc, c'est en se concentrant sur les résultats, enfin sur les participants ayant un taux intermédiaire de protéines tau participant au 3e essai clinique que l'on se rend compte qu'il y a bien un ralentissement du déclin cognitif de près de 35%. Et on pouvait déjà le voir avec les résultats qui avaient été donnés lors de la phase 2, compris entre 20 et 40%. Donc, malgré tous ces effets positifs, il subsiste quelques points négatifs, comme les effets secondaires que peut entraîner le donanemab, allant des œdèmes cérébraux aux micro-hémorragies cérébrales, en passant par des réactions dues à la perfusion du traitement. Néanmoins, avec des résultats de phase 3 en essai clinique aussi performants, l'entreprise développant le donanemab prévoyait de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché en juillet 2023 à la FDA, Agence américaine du médicament. Cette dernière avait pourtant mal commencé avec un refus d'autorisation accélérée de mise sur le marché en janvier 2023. On notera tout de même que si la FDA accepte cette demande d'autorisation de mise sur le marché, le donanemab deviendra le 3e traitement anti-amyloïde autorisé aux États-Unis. Parlons maintenant donc du masitinib, un second médicament qui permettrait d'améliorer les conditions de vie des patients.
Donc le masitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase en cours de test comme médicament, pouvant agir sur des maladies neuro-inflammatoires, ou d'autres maladies oncologiques, mais aussi sur des maladies pouvant toucher le système nerveux central. Son mécanisme d'action, il est simple, mais il est pourtant unique en son genre, puisqu'il il cible sélectivement les mastocytes et les macrophages microglies, donc des cellules immunitaires essentielles, par le biais de l'inhibition d'une quantité précise de kinase. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, son mécanisme il est peu clair et nombre de recherches sont encore en cours à ce sujet. Cependant, nombre de chercheurs pensent que le masitinib semble agir sur les cellules microgliales et sur d'autres mécanismes neuro-inflammatoires. Une première étude de phase 2 a donc été réalisée en 2013 afin de tester l'efficacité du masitinib. Cette étude a été réalisée en double aveugle, multicentrique et randomisée. Elle a eu pour but d'administrer un groupe de patients du masitinib à dose de 3 mg par kg par jour et un autre groupe de patients, un placebo. Dans chacun des deux cas, le masitinib a été couplé avec un traitement actuel, donc que ce soit de la mémantine que Apolline nous a présenté ou du donépezil. Les résultats qui ont été obtenus sont que le masitinib semble améliorer les fonctions cognitives et le domaine fonctionnel. Cela en fait donc un médicament prometteur. Une seconde étude a donc été réalisée, une étude de phase 2B3 datant de 2023, donc celle-ci est toute récente. La petite différence qu'il y a avec l'étude précédente, c'est qu'ici on a toujours ce groupe de patients qui va être traité avec du masitinib à relation de 3 mg par kg par jour, mais on va avoir aussi un groupe de patients qui va être traité avec du masitinib à relation de 6 mg par kg par jour, et toujours un groupe placebo. Dans chacun des cas, on aura toujours un couplage avec un médicament qui est administré à l'heure actuelle. Et les résultats qu'on a obtenus lors de cette étude, c'est que, encore une fois, le masitinib semble efficace et semble bénéfique, toujours en complément des traitements actuels. La petite subtilité qui a été découverte aussi lors de cette étude, c'est que le masitinib semble efficace pour les Alzheimer légères et modérées, mais non pour des Alzheimer sévères. Il est aussi important de noter que c'est la première étude de phase 3 réussie pour un inhibiteur de tyrosine kinase dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. De ce fait, une future phase 3 c'est vu que le dossier d'une future phase 3 a été déposé courant 2023. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore de recrutement, mais cela ne sera retardé. Et cette étude, elle a pour objectif de confirmer l'effet positif du masitinib en complément à un traitement standard actuel. La subtilité par rapport aux deux autres essais cliniques que je vous ai présentés, c'est qu'ici, le masitinib va être administré à un groupe de patients à une dose de 4,5 mg par kg par jour. Donc là, passons maintenant au traitement actuellement disponible pour guérir la maladie d'Alzheimer. Actuellement, il n'existe aucun traitement qui est capable de guérir la maladie d'Alzheimer. En revanche, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, il y a des médicaments qui sont capables d'améliorer les conditions de vie des patients. En ce qui concerne tous les inhibiteurs de tyrosine kinase, dont le donépezil, il permet d'agir au stade léger, modéré et modérément sévère de la maladie. En revanche, la mémantine, l'antagoniste au récepteur NMDA, comme vous l'a dit Apolline, elle permet d'agir au stade léger, modéré et modérément sévère de la maladie, mais également au stade sévère de cette dernière. Parlons désormais des avancées de traitement. Donc, dans ces avancées de traitement, dans les recherches que nous avons effectuées, nous en avons trouvé deux. Donc, nous avons trouvé la thérapie génique et l'échange plasmatique. Commençons par parler de la thérapie génique. Donc, la thérapie génique est une approche prometteuse pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. En effet, il est essentiel de dire qu'elle est encore à un stade expérimental et donc que des recherches plus poussées sont nécessaires afin de vérifier son efficacité ainsi que sa sécurité. Donc, la thérapie génique est initialement centrée sur l'introduction d'ADN complémentaire, mais elle a évolué vers désormais la manipulation de l'expression génique. La thérapie génique englobe donc maintenant aussi bien des manipulations au niveau de l'ADN que des modifications au niveau de l'ARN messager. 3 stratégies de thérapie génique sont actuellement à l'étude. La première stratégie de thérapie, la thérapie de remplacement génique. Donc, la thérapie de remplacement génique se concentre sur le remplacement d'un gène défectueux par une copie fonctionnelle de celui-ci, ou bien la substitution d'un gène physiologique par une version modifiée du gène lui conférant des avantages. Cette stratégie est souvent réalisée grâce à des adénovirus humains. La deuxième stratégie à l'étude est la thérapie d'édition des gènes, qui est une substitution à la thérapie de remplacement génique, mais qui se concentre principalement sur l'élimination directe de l'effet néfaste de la maladie par modification de séquences d'ADN spécifiques locales, par l'introduction de petites mutations ou de petits indels.
Les 3 outils majoritairement utilisés sont les nucléases effectrices de type activateur de transcription, TALEN, les nucléases à doigt de zinc, ou bien encore la technologie CRISPR, comme vous pouvez le voir juste ici. La dernière stratégie est une autre approche prospective permettant de traiter la maladie et correspond à la thérapie de modification épigénétique. Donc c'est une modification de l'expression génique sans altération des séquences d'acide nucléique en vue par exemple de l'extinction d'un gène poussant à la maladie ou d'autres choses. Donc cette thérapie génique pourrait être appliquée à la maladie d'Alzheimer, par exemple dans le but de réduire la production de protéines bêta-amyloïdes en introduisant par exemple des gènes inhibant la production de cette dernière ou facilitant son élimination. Une étude de ciblage de la protéine Tau a été réalisée en 2023 dans laquelle des chercheurs ont cherché à réduire la production de protéines Tau associées au microtubule MAPT, comme vous pouvez le voir juste ici, en utilisant alors un oligonucléotide antisens spécifique de cette protéine associée au microtubule qui sera appelée MAPT-RX. Il est important de noter que cet essai clinique a été réalisé chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer légère. C'était un essai clinique donc de phase 1B, randomisé en double aveugle, contrôlé contre un placebo et à dose multiple croissante. Il a été montré chez les patients recevant donc cet oligonucléotide antisens une réduction de dose dépendante de la concentration totale en protéines Tau dans le liquide cérébrospinal, dont la variation moyenne était de moins 50%. Il est important de dire que cet essai clinique était le premier essai clinique de thérapie génique réalisé chez l'homme en injection intrathecale et qu'il n'a été associé à aucun événement indésirable grave ou sévère. Cependant, de petits événements indésirables légers tels que des maux de tête ont été observés. Cela prouve que l'on peut diminuer... Cette étude montre que l'on peut diminuer la production de protéines Tau chez un patient atteint de la maladie d'Alzheimer légère. C'est un essai prometteur, même s'il reste désormais à prouver que cette diminution de la production de protéines Tau apporte des effets bénéfiques à l'état du patient et surtout dans quelle proportion. L'échange plasmatique est une technique de traitement utilisée depuis 70 ans dans 5 grands groupes de pathologies neurologiques, hématologiques, vascularites et les maladies du système néphrologique et endocrinologie. Les maladies comme la sclérose en plaques, le myélome multiple sont soignées par des échanges plasmatiques. Il permet d'éliminer du plasma des agents toxiques et d'épurer le sang. Les échanges plasmatiques sont généralement séquentiels, 3 fois par semaine pendant 4 semaines et durent environ 4 heures. En général, l'albumine est utilisée comme produit de substitution du plasma, car l'albumine est un polypeptide synthétisé uniquement dans le foie et elle est la protéine la plus abondante dans le plasma. C'est elle qui est liée au transport des molécules endogènes et exogènes. Elle possède des propriétés immunomodulatrices et elle est le principal antioxydant extracellulaire. Pendant une séance d'échange plasmatique, à l'hôpital, le sang du patient va être extrait pour être centrifugé. Le plasma sera éliminé. Les éléments figurés du sang et de l'albumine seront réinjectés au patient. L'albumine va se lier aux protéines bêta-amyloïdes et seront éliminées lors d'un nouveau cycle. Ce qui va permettre d'éviter l'accumulation des peptides et donc la formation de plaques amyloïdes. Une étude intitulée Alzheimer Management by Albumin Replacement qui a été menée a mis en évidence des événements indésirables tels qu'un temps de coagulation plus élevé, des concentrations plasmatiques en protéines totales et en hémoglobine qui ont diminué de manière transitoire, et cela était attendu par les chercheurs. Donc ce sont des événements évitables et contrôlables. L'adaptation de l'échange plasmatique avec de l'albumine pour la maladie d'Alzheimer permettrait de réduire le déclin cognitif de 65%. En conclusion, nous pouvons dire que la maladie d'Alzheimer est une affection neurodégénérative progressive affectant principalement les fonctions cognitives, dont la mémoire.
Comme vous l'avez tous compris, aucun traitement curatif n'est actuellement sur le marché. Cependant, des traitements médicamenteux, comme par exemple la mémantine, le donepezil, permettent d'améliorer aussi bien la qualité de vie que les conditions de vie des patients en diminuant le déclin cognitif. De nombreuses avancées de traitement qui sont encore à l'étude, comme la thérapie génique, le masitinib ou bien d'autres, sont des avancées prometteuses et nous avons donc demandé son avis sur ces traitements à Madame Bouzig. So for the next one, do you think these treatments present a real hope for the future development of a curative treatment? Yeah, so I think these treatments will be useful, of course, and I think that they are close to being really impressive. I think they will help us to slow down the process of Alzheimer's disease, but I do think that the real way that we can cure the disease as such will actually be more preventative. De plus, au vu du nombre de personnes touchées actuellement et qui seraient touchées dans le futur, la réalisation d'un diagnostic précoce est cruciale. En effet, ce diagnostic précoce permettrait de réaliser une intervention précoce, permettant alors le ralentissement de la maladie avant même qu'un quelconque signe n'apparaisse. Les avancées au niveau des techniques d'imagerie cérébrale ou de biologie médicale permettent de mettre en avant des marqueurs spécifiques permettant alors la réalisation de ce diagnostic précoce. De plus, pour Madame Bouzig nous a alors parlé plus en général d'une sensibilisation dans laquelle il ne faudrait pas, entre guillemets, sensibiliser directement sur la maladie d'Alzheimer, car très connue du grand public. Il faudrait plus sensibiliser sur les différents facteurs de risque, comme elle nous dit juste ici. So for the last question, how can we raise awareness of Alzheimer's disease in society? I do think that we can raise awareness on those things that you mentioned earlier, those risk factors, I think those are important and easily addressed, so I think it would be great if society and if people could be more involved in addressing those, highlighting those risk factors. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Nous espérons que cette conférence vous a plu. Nous adressons également nos remerciements à Madame Arabella Bouzig ainsi qu'à Monsieur Jean-Paul Thomasé pour leur participation. Et nous tenons également à remercier Madame Lebois et Madame Mouk pour la création de ce projet très intéressant.